Bon alors bonjour à tous, bonjour messieurs. Aujourd'hui on va parler d'actualité parce que vous n'êtes pas sans savoir que OVH a pris feu à Strasbourg et ça a soulevé pas mal de problématiques sur la communauté, notamment des DevOps et des administrateurs système, de la communauté tech de manière générale, et ça va bien au-delà des problématiques qu'OVH a pu rencontrer parce que je pense que tout le secteur va être impacté et vous avez sûrement eu des répercussions, que ce soit chez vos clients, chez nos clients ou ailleurs. Et je propose qu'on parle de ça aujourd'hui. Mais avant de commencer le sujet, je propose qu'on se présente tous, chacun notre tour, pour savoir un peu de quoi on va parler et pourquoi on va parler de ça. Ok, allez, je commence. Vas-y. Allez, je suis Mickaël Bodino, je suis développeur web Ruby on Rails chez Studio HB. Avant ça, j'ai monté et géré une agence web qui s'appelait Alpine Lab à Lyon pendant 7 ans, un truc comme ça, 7 ou 8 ans. Et voilà, je fais du Rails depuis 2004, si je ne m'abuse. Donc voilà, pas en continu, mais j'ai commencé en 2004. Ok, top. Je Très vois que bien. Et toi, t'as Jean-Michel? préparé ta présentation, c'est nickel. Moi, c'est Jean-Michel. Je suis chef de la technologie chez un éditeur lyonnais qui s'appelle Père Angusta. Je suis en charge de voilà de l'équipe technique, des développements et je développe aussi en Rails. J'ai découvert Rails et Ruby tout court, même les deux en même temps, il y a peut-être 6 ans. Et voilà, et je suis heureux d'être avec vous. On est Trop bien. heureux aussi. Et pour ma part, pour faire rapidement, j'ai commencé le web en 2013, j'ai commencé Ruby en 2014 et Ruby on Rails d'ailleurs. Je suis développeur dans la même boîte que Jean-Michel chez Studio HB. Donc Non, que développeur Michael. que Michael, pardon, exactement, pardon, que Michael. Et je suis développeur back et je m'occupe de l'administration système avec lui aussi. Donc voilà, aujourd'hui on va vous parler des problématiques qui sont liées du coup, comme on disait, à OVH. Alors juste pour rappeler ce qui s'est passé, OVH est un hébergeur web qui du coup a plusieurs data centers à travers le monde, notamment ils en ont 3 ou 4 en France de mémoire, ils en ont 2 en Amérique du Ouais. Nord et Roubaix, quelques-uns, Gravelines, Strasbourg, en France, un truc comme c'est ça. ça, ouais, ils en Ouais. ont Il y en a un un au Canada. au Québec et un en Floride, je crois, de mémoire, c'est quelque chose comme ça. Donc bref, ils sont répartis dans le monde, et là il y en a un qui a pris feu, donc c'est pas l'entièreté du data center qui a pris feu, mais ils ont dû, pour des raisons de sécurité évidentes, tout couper. Et ce data center hébergeait plusieurs services, notamment. Il hébergeait notamment des serveurs de DNS, il hébergeait des serveurs de compute classiques, donc c'est-à-dire voilà, des machines qui n'étaient pas managées par OVH, qui étaient juste mises à disposition des gens. Et tout ça a été coupé, du coup, ça fait maintenant une dizaine de jours que l'ensemble est coupé. Et Ouais, ça c'était dans soulève la, plusieurs... dans la nuit du 9 au 10 mars, je crois. C'est ça, c'est ça. Et du coup, ça soulève plusieurs problématiques parce que des services entiers ont été coupés. Et voilà, donc déjà, moi je voulais savoir comment vous, en fait, est-ce que vous êtes impacté? Comment est-ce que vous avez géré ce genre de crise? Est-ce que vous êtes vraiment dépendant de ce genre de service? Et est-ce que vous pouvez avoir un impact, être impacté, pardon, par ce genre de problème au quotidien? Est-ce que ça vous fait peur et comment est-ce que vous regardez ça? Alors, évidemment qu'on peut être impacté. Tout le monde peut être impacté. En tout cas, nous concernant, on utilise un service pass tel que peut le proposer OVH. Donc, il n'y a pas de raison que celui qu'on utilise et ceux qu'on utilise, on en utilise plusieurs, puissent être impactés de la même manière. La question, ça sera surtout qu'est-ce qui est mis en place pour pallier à ce genre de soucis. Donc oui, la réponse est oui. Après, on parle de OVH qui est le leader certes européen. On va se reposer en grande majorité sur du Amazon. Donc évidemment, le niveau de service, on peut s'attendre à quelque chose d'un peu différent. Je pense que la qualité et le taux de disponibilité est certainement plus élevé chez Amazon que chez OVH, même si OVH, encore une fois, est un leader et on a d'ailleurs de quoi être fier de notre compagnie française French Tech. Mais donc voilà, oui, la réponse est tout le monde peut être impacté. Et la question, c'est plutôt est-ce que on s'est assuré chaque boîte et nous en partie, enfin nous-mêmes en particulier, nos boîtes respectives, si en cas de panne majeure, de force majeure, est-ce qu'on a un plan de récupération, une sauvegarde et un système de sauvegarde. En vrai, Vas-y. ouais, même AWS, on n'est pas à l'abri qu'un data center prenne feu. Et dans ce cas-là, ce sera, je pense, pas beaucoup mieux. C'est-à-dire que les données, elles seront perdues. Enfin, je pense pas qu'ils aient
enfin, à moins que tu payes pour des niveaux de service vraiment supplémentaires, mais qu'ils aient des systèmes de réplication de données, à part sur évidemment les services faits exprès comme les CDN, les trucs comme ça. Mais une instance EC2, elle est dans un data center et s'il prend feu, ce sera la même chose. Après, effectivement, tu avais raison, Jean-Michel, sur le fait que OVH, ils sont quand même connus et les clients, ils vont généralement pour le prix parce que ils se sont battus. Ça fait deux ou trois décennies, deux décennies maintenant qu'ils se battent pour tirer les prix vers le bas et que c'est vraiment leur cheval de bataille. Et que on peut se dire que c'est forcément au détriment de certains niveaux de service ou certaines procédures, en l'occurrence malheureusement de sécurité. Mais c'est vrai que juste pour petit fun fact, enfin pas si fun que ça, mais ce data center en fait il était un peu maudit chez OVH parce que en novembre 2017 déjà ils avaient eu un énorme problème dessus. Alors déjà ils l'avaient construit quelques années avant sur un modèle qui était complètement novateur où en gros ils empilent des conteneurs et des vrais conteneurs de bateau, hein, pas des trucs Docker. C'est pas des conteneurs Docker, quoi. Des vrais conteneurs de bateau et ils les ont empilés avec un système de réfrigération, de refroidissement en tout cas, qui était assez novateur, etc. Mais ça avait été toujours pensé pour être une solution temporaire à une époque où ils avaient besoin de scaler leur activité et voilà, ils n'avaient pas le temps de construire un data center, ils avaient trop de demandes, donc ils avaient fait ça. Et ils avaient dit, c'est en attendant que juste à côté, sur le même site, hein, juste à côté, on construise notre data center. Au final, ils se retrouvent avec maintenant, je crois, 4 data centers sur ce site, qui sont les uns à côté des autres. On parle quand même de 4 data centers parce qu'ils sont normalement tous autonomes en énergie, en refroidissement, etc., en réseau aussi. Et simplement, donc en 2017, ils ont eu sur ce data center en conteneur un énorme problème électrique, c'est-à-dire plus de jus. Mais genre plus de jus, EDF, personne. Et en fait, on s'est rendu compte que dans la précipitation de la construction, ils l'avaient relié à une seule centrale électrique. Donc forcément, quand le lien tombe, il n'y a pas de lien de secours. Les générateurs de secours se sont pas mis en route, en tout cas pas comme ils auraient dû, ou ils n'ont pas tenu à la mise en route. Et bref, ils avaient dû, le matin à 6h du mat, envoyer un convoi de camions depuis Roubaix chargé de pièces, de groupes électrogènes, de pièces de rechange pour le réseau, pour le machin, etc. Et ils s'étaient dit, en fait, c'est la solution la plus rapide qu'on ait. On va mettre 1 heure à charger, 4 heures à rouler, et après, il faut décharger, installer, mais c'est quand même la solution la plus rapide qu'on ait. C'est notre disaster recovery plan. En gros, en une journée, on a remonté le data center. Et il l'avait fait. Et après, il s'était un peu confondu en excuses en disant c'est vrai qu'on aurait dû le déprovisionner, celui-là, on l'a jamais fait. Apparemment, je crois qu'ils l'ont toujours pas fait. Je suis pas sûr que ce soit celui-là qui ait pris feu sur les 4, mais voilà, celui-là est à Strasbourg et le site du coup est vraiment maudit. Et quand c'est arrivé, bon, effectivement, c'est un peu désastreux pour eux. Dans un timing en plus, je refais un peu tout l'historique, je me permets, mais dans un timing qui était vraiment mauvais parce que je crois que quelques jours avant ou la semaine avant, ils ont annoncé leur confirmation de vouloir entrer en bourse. Ils ont annoncé la semaine d'avant leur intention, ou en tout cas le fait qu'ils étudiaient de racheter Shadow PC. Donc Shadow PC, c'est une grosse boîte française aussi qui fait du cloud gaming. Donc en gros, vous louez un PC avec un gros GPU dans un data center et vous avez juste les images de votre jeu qui vous arrivent en gros. Mais voilà, donc c'est une grosse opération, quand même une grosse opération. Et même 2 jours avant, je crois, l'incendie, ils avaient tweeté on vient de renouveler et d'étendre toutes nos certifications ISO pour garantir la sécurité des données de nos clients. Et c'est le timing l'a fait vraiment mal. C'est pas de chance, c'est vraiment pas de chance pour eux. Mais voilà, donc c'était pour redonner un peu l'historique du truc. Il y a des tas de procédures dans un data center, des procédures de sécurité de ouf. Moi, j'avais eu la chance d'en visiter un de chez Dedibox à l'époque, donc qui est devenu online.net puis Scaleway maintenant, et où à l'époque c'était Arnaud de Birmingham, qui est Birmingham, j'écorche son nom, je suis désolé, mais qui faisait visiter à certains gens qui pouvaient s'inscrire sur Twitter. C'était à la fin des années 2000, je dirais.
et les jours où ils faisaient justement des tests où ils avaient un gros levier sur une armoire électrique, ils le baissaient et en fait ils coupaient l'électricité pour voir si les générateurs de secours se mettaient bien en route, etc. Donc ils faisaient c'était un peu le Chaos Monkey, mais avec l'électricité. Et Ils testent en prod, quoi. ils testent en prod. Les mecs coupent l'électricité du data center, donc ils voient si c'est l'autre lien qui prend le relais, parce que il nous expliquait qu'ils étaient reliés à plusieurs centrales électriques, etc. Bref, très intéressant. Mais donc il y a quand même, moi je me souviens de cette visite qui m'avait bien marqué, où il disait donc il y a 2 centrales électriques reliées. Et derrière, il y a 3 niveaux de générateurs diesel, en gros. En cascade, Voilà, en cascade. Donc, si le premier niveau pète, c'est le deuxième qui prend le relais. Si le deuxième pète, c'est le troisième qui prend le relais. Donc, quand on arrive à plus avoir d'électricité, c'est quand même chaud. Ouais. Bref, donc voilà, ça c'était juste pour remettre un peu en contexte ce que c'est un data center, que c'est pas juste une paillasse où tu fous le feu et ça prend normalement. Là, je pense on n'a pas encore les détails. On est même pas 2 semaines après, là. Après, ouais, c'est un peu on n'a pas les détails de ce qui s'est passé et je ne sais pas si on saura de toute façon, vu qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont parties en fumée. Ouais. Mais voilà. Mais du coup, je me permets de rebondir parce que c'est un point qui est intéressant. Il y a le côté où les gens, justement, à force pour revenir sur le fait de tirer les prix vers le bas, il y a beaucoup de gens qui imaginent que parce que c'est un hébergement qui n'est pas chez eux, qui n'est pas managé chez eux, mais qui est hébergé ailleurs, ils s'attendent justement, enfin pour beaucoup, imaginent que le serveur, du coup, il est à l'abri de tout, que c'est OVH ou n'importe quel autre service qui va s'occuper de tout, que ce soit AWS ou n'importe qui va faire les sauvegardes, qui va répliquer les sauvegardes à travers le monde, qui va y avoir justement votre site qui va être hébergé sur 5 serveurs différents, alors que à ces tarifs-là, si ce n'est pas une option ou que c'est pas justement quelque chose qui est choisi, c'est pas prévu en fait par l'hébergeur. Et il y a beaucoup de gens qui ont reproché justement à OVH ce côté de mon site, j'ai perdu mes données, débrouillez-vous pour les retrouver. Bah oui et non, parce qu'en fait, OVH, le seul service qui fournissait à ce moment-là, et c'est valable aussi pour Amazon, c'est pas de répliquer vos serveurs justement à travers le monde, c'est de vous donner une machine que vous louez et vous vous débrouillez avec ça en fait. Ça peut prendre feu, mais ça peut prendre feu autant que ça peut prendre feu par exemple chez vous en fait, ou dans nos boîtes respectives ou dans votre boîte comme on le faisait beaucoup à l'époque avec des serveurs on-premise. Je trouve ça a vraiment levé beaucoup de problématiques en fait, beaucoup de gens qui se sont un peu réveillés, je trouve, en tout cas sur Twitter et sur les réseaux, en disant ah merde, on est peut-être complètement dépendant aujourd'hui de ces services-là. Comment faire du coup? Enfin, il y en a beaucoup, j'ai l'impression, qui se sont rendus compte de ça et comment identifier les problématiques, comment identifier les points justement de qu'est-ce qu'on loue vraiment quand on loue chez un hébergeur. Quelle est la différence par exemple entre un PaaS et un hébergeur comme EVH? Comment se rendre compte, comment faire ce choix entre les deux? Et toi par exemple Jean-Michel, tu as fait le choix d'utiliser énormément les PaaS comme Scalingo et Heroku. Nous on est resté un peu sous ce système d'utiliser OVH, mais avec justement cette prise de conscience, en ayant conscience de tout ce que ça implique derrière, quoi, d'avoir cette responsabilité de se dire ok c'est à nous de savoir migrer un projet s'il y a besoin, enfin sur un autre serveur s'il y a besoin, c'est à nous de faire nos sauvegardes à la main, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et je trouve que la problématique d'OVH a énormément soulevé ça en fait. Et il y a beaucoup de DevOps qui se sont un peu réveillés suite à ça, quoi. Donc je sais pas comment vous pouvez identifier ça, mais... Comme tu dis, finalement le sujet c'est les CGU, ou CGV d'ailleurs, je me trompe. En gros, on a peut-être l'habitude, on a trop pris l'habitude tellement il y a des feuilles, des dictionnaires de CGV quand on achète un service. Je parle surtout en tant qu'individu, on va pas forcément lire toutes les lignes. En fait, la question c'est que OVH ne s'est jamais effectivement engagé, sauf à payer une offre dédiée de backup, à faire en sorte que ça marche tout le temps. Ça, c'est un tort, effectivement, si on a pensé ça. Et effectivement, alors tu mentionnais que notre stratégie à nous, là, dans ma boîte, la question d'avoir un backup en termes de ne serait-ce que même de solution PaaS, c'est pas lié nécessairement à la dispo et aux besoins de réactivité. Ça a été plus un enjeu business d'être à la fois donc chez Heroku et chez Scalingo pour pas les citer. Mais il se trouve que c'est vrai que dans un des bénéfices, c'est que on assure en continu le fait que l'équipe et ma boîte est capable effectivement d'interchanger un pass dans la mesure où on maintient en continu au quotidien.
deux systèmes concurrents sur deux systèmes même, voire qui fonctionnent différemment, quoi. Ils ont pas les mêmes Et stacks donc là, c'était techniques un au fond. enjeu de dépendance business, c'est ça? En fait, De c'est un devoir être sur enjeu. deux passes différents. C'était plus un enjeu client, business. On répondait à des besoins type. RGPD, ce genre de choses, avoir les données en France. Oui, alors il y a la régionalisation qui s'est posée, mais c'est pas ça du tout. C'est la souveraineté et la concurrence. Ok. Parce qu'en fait, il y avait tu cette. peux nous en Juste dire pour plus revenir sur ça, il y là-dessus? avait cette notion aussi de. Là, on parle d'OVH qui, du coup, n'est pas un pass. Et on est en droit de se dire, bah, ok, c'est normal que si ça prend feu, par exemple, on n'a pas de. OVH s'occupe pas de récupérer nos données. Mais on a vu par le passé que même les passes, parfois, avaient des problèmes, justement. Enfin, ils pouvaient pas s'engager. À être up tout le temps. Il y a eu par exemple des cas comme, bon c'est pas un pass, mais il y a eu des cas comme GitLab qui a perdu des données, qui a juste répondu en mode désolé, on peut rien faire. Google Drive, pareil, ils ont parfois corrompu des fichiers ou corrompu certaines données, ou qui les ont tout simplement perdues et qui ont répondu bah désolé, fallait faire des backups en gros. Désolé, Et on a pour les... changé le mauvais disque. Ouais, c'est un peu ça, C'était GitLab, ça. Ouais. exactement. Et pour les passes, bah, c'est un peu la même chose. Un pass ne s'engage pas justement à avoir ce côté. Enfin, il s'engage dans la limite du possible, dans la limite Et d'ailleurs, même marketing de la chose. Mais si ça prend feu quoi. et pas que en cas de désastre, hein, mais même la disponibilité de base, ils s'engagent pas à te fournir Oui, 99,9%. Contractuellement, ouais, ils s'y engagent pas. ouais. Ils te disent que c'est leur target, mais que c'est pas du tout un engagement commercial. Ouais, oui, disent Exact. on l'a fait sur les 4 dernières années, mais Ouais. Ouais. tout à fait. Mais même parce que sur Heroku, nous on utilisait beaucoup Heroku donc chez Alpine Lab, et en fait il y a des backups qui sont, alors déjà, je crois qu'ils sont même pas activés par défaut. Enfin à l'époque ils l'étaient pas. Tu prenais un plan Ouais. Postgres, t'avais pas les backups d'activer. Bon, ça prend une commande ou deux, c'est pas très compliqué. Mais même après ça, en gros les backups ils te les stockent chez AWS. Je suis pas très sûr de où c'est. Alors, j'ose espérer qu'ils le mettent dans un autre data center que celui où est ton application, mais j'en suis même pas sûr. Faudra peut-être vérifier. Alors, Et après, c'est aussi à toi de les récupérer et d'en faire quelque chose si tu veux vraiment les mettre à l'abri, parce qu'après il y a d'autres risques un peu à la con, mais Heroku, j'en sais rien, fait faillite, tu vois, ou un truc, j'en sais rien, un truc vraiment catastrophique et ferme du jour au lendemain et te coupe l'accès, ou juste peut-être t'as un différent commercial avec eux, je sais pas comment ça se passe, ou Ah bah, j'ai financier. une anecdote sur ça avec Ah Google bah qui est vas-y, très ouais, marrante. je sais pas ce qui se passe Ouais. de tes données si tu les as pas récupérées avant, donc t'as quand même un truc à faire même si tout est pré-mâché. Mais Ouais. vas-y Guillaume, je t'en prie. En gros, l'anecdote, c'était, il y a un ami qui utilise beaucoup Google Cloud. Et en fait, Google, bah, enfin, c'est un peu cliché, mais c'est l'entreprise qui, voilà, il y a des jolis dashboards de partout. Vous pouvez tout faire avec les dashboards, mais il y a un support commercial qui est quasiment inexistant. Et du jour au lendemain, ils n'ont jamais su pourquoi. Leur compte a été fermé pour non-respect des conditions générales de Google. Et leur compte a été tout simplement banni, mais banni comme si le compte n'avait jamais existé. Bah, ils Donc en mettaient des fait, DivX sur leur Google Drive, non? je sais pas, mais du coup, le problème, c'est que toutes leurs applications, tous leurs backups, tout, en fait, du jour au lendemain, était bah, indisponible. En fait, y a plus rien, ils avaient plus accès à leur compte, tout simplement. Donc là, bah, c'est un peu la guerre, en fait. Et là, vous pouvez rien faire, vous pouvez juste envoyer un ticket au support de Google en disant, Et voilà, ouais, mon t'as compte a été... personne à appeler. Et personne qui vous répondra jamais. Donc, bon, par chance, eux, ils avaient prévu ce genre de... Ils avaient prévu ils avaient un backup et ils avaient accès au code source, donc ça allait bien. Et les images étaient sur S3, donc c'était pas le même service. Mais ce cas arrive, en fait, même dans le cas d'un pass, on a l'impression que c'est un monde, justement, où tout fonctionne tout le temps. Un pass, s'ils prennent feu, ils font pas les backups pour vous. Si, justement, comme un différent commercial, et ou que, pour X raison, ils vous bannissent de leur application, vous pouvez rien faire, en fait. Ouais, c'est un peu un faux sentiment que de se dire tout est géré pour moi. En Ouais, revanche, ce qui est vrai, c'est quand même que dans la couche de tout ce qui est à gérer, ils en prennent une grosse partie à leur charge. Et bien sûr. ça c'est assez vrai, enfin, c'est complètement vrai. Nous, on les utilisait parce que on était une agence web de 4 ou 5 développeurs. Ouais. On n'avait pas de DevOps, on n'avait pas de sysadmin. Mm, mm, mm. Mais bon, je sais qu'on ne doit pas dire DevOps comme un métier, mais on n'avait pas de sysadmin. Et voilà, c'était juste notre moyen de déléguer ce travail-là à quelqu'un dont c'est le métier Ouais. et qu'on payait. C'est pour ça que tu payes plus cher ton application chez Heroku que si tu l'héberges toi-même chez OVH.
Mais en gros, tu as tout ça de tâches à faire au-delà de juste maintenir ton applicatif. Ouais. Et ils en prennent les 3/4. Donc tu payes plus cher, certes, mais il te restera toujours un petit truc à faire au-dessus de toute façon. Et après, alors je sais pas si on va parler après peut-être des disaster recovery plans et des plans de relance, des machins comme ça. On y Parce que viendra. là, J'ai des trucs. ok, On a des trucs à dire dessus, mais ok, après. après. Attends, parce que Jean-Michel, tu voulais dire quelque chose par rapport à ce qu'on disait justement? Non, alors justement, je crois que Digital Ocean aussi, qui est un gros mastodonte, il y a des histoires. Ouais. Alors, j'ai pas connu moi personnellement, mais il y a des discussions d'il y a 1 ou 2 ans où on m'avait raconté qu'il y avait eu de temps en temps, ou une fois en tout cas, un gros incident ou avec des pertes de données. Donc vraiment, personne n'est à l'abri, hein, il n'y a pas de magie. Non, en fait, je voulais faire la transition justement. Juste à l'heure, c'était Mickaël, tu parlais de la question aussi, c'est les backups. Est-ce que on sait les restaurer? Et il y a la question de Ouais, et ça rejoint le disaster recovery plan et reprise d'activité. Mais c'est mm, la question. J'aime bien la phrase de si c'est pas testé, c'est que ça n'existe pas. Et du coup, ouais. même, ok, il faut partir du principe que t'es hébergé chez Roku, ça veut pas dire que ça va tourner tout le temps, mais même si tu as des backups, si tu les as pas déjà testés, voire même jusqu'en prod, est-ce qu'en Ouais. fait tu es vraiment capable de les restaurer et donc du coup de garantir Bah, recovery c'est le de ton backup de service? Schrödinger. Tant que tu l'as Ouais, c'est pas ça. restauré, tu sais pas s'il est bon ou pas. Et ouais, effectivement, ça c'est une super bonne question, c'est super intéressant, je trouve. Ouais. Et soyons honnêtes, personne le fait. Enfin, aller Oh, c'est- jusqu'en prod, c'est Ah très oui, très rare. faut Enfin, s'appeler un peu Netflix et compagnie. faut être costaud, ouais. Et sachant que Netflix, c'est des mecs qui pètent leur serveur de prod juste pour voir si ça tient la charge. C'est ça. Mais Ouais. Il faut non, avoir ouais, l'infrastructure derrière qui permette de le faire aussi, parce que sinon ça ouais, veut ouais. dire une coupure de service, ça veut dire qu'est-ce qui se passe si on n'arrive pas à le relancer, ça veut dire, enfin ça met en place plein de En problèmes, fait, c'est un et coût, hein. personne n'a envie de prendre Ouais. ce risque-là tant qu'il n'y en a pas besoin, entre guillemets. C'est le principe d'une assurance, hein. C'est le principe d'une assurance, c'est est-ce qu'on a envie justement de prendre le risque de tomber pour tester ton casque de moto, par exemple? Est-ce que tu as envie de tomber pour Mm. voir si ça marche? Non. Bah, du coup, tu fais tout pour pas tomber. Et c'est le problème jusqu'au jour où tu tombes pour de vrai. Et là, c'est là que tu sais si ça fonctionne. C'est exactement le principe des normes. Effectivement, tant que t'es pas certifié, ou en tout cas que tu te certifies pas d'une manière ou d'une autre, hein, que ce soit une norme connue ou inconnue, ou que ça soit la tienne, mais tant qu'en fait tu la suis pas et que t'as pas des procédures, et que du coup tu répètes pas ça tous les ans, ou tous les 3 mois, ou tous les mois, effectivement, c'est la même question. Ouais. Mais excuse-moi, c'était le terme Non, non, norme mais que c'est je voulais. exactement ça. C'est exactement ça. Mais du coup, pour enchaîner, ça soulève la question justement de. Pour moi, ça soulève deux questions. La question de dépendance à un service, parce qu'on parle de backup, mais on peut parler aussi des services qui gravitent autour. Donc, je pense à deux choses. Par exemple, les DNS. Donc, on est ultra dépendant de ça. Et les services qui sont proposés par les PaaS et ou par les hébergeurs de manière générale. Imaginons que demain, Heroku, pour X raisons, multiplie ses 10. Alors, je prends Heroku comme exemple, mais peu importe, hein, multiplie ses tarifs par 10 ou par 100 parce qu'ils peuvent se permettre de le faire, parce qu'ils sont assez gros. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous pouvez, là, demain, switcher votre applicatif et ou vos applications de service? Est-ce que vous en êtes capable? Est-ce que c'est gérable de le faire d'un point de vue, par exemple, coupure? Est-ce que c'est gérable d'un point de vue scalabilité? Est-ce que justement il y a tous ces risques qui sont identifiés? Parce que Heroku propose une quantité de services qui est assez folle, et de justement toute la couche dont tu parlais, Michael, ils le font pour toi jusqu'au jour où ils le font pour toi, mais d'une manière qui te plaît plus. Et comment gérer ce cas justement de comment vous anticiperiez ça, et quel risque en gros vous avez identifié là-dedans par exemple? Et j'ajoute que c'est pas simplement la question d'un pass, mais même si tu vas jusqu'à une solution plus infrastructure as a service, Ouais. c'est les mêmes questions, hein, parce que Non, mais tu, complètement, complètement. C'est à en, partir du en moment où on prépa- délègue du ouais. travail à quelqu'un d'autre, quoi. En préparation, là, t'évoquais Amazon enfin, c'est la même chose. Il y a Ouais. tellement de services, ils sont pas nécessairement spécifiques à eux, mais ils t'accrochent en fait. T'as une dépendance une fois que t'es uniquement chez un type d'infrastructure, et tu t'attaches forcément à leur pratique, et tu deviens dépendant. La question, c'est du coup, c'est s'outiller le plus agnostique possible, si c'est le terme. Je sais pas, par exemple, Docker est fabuleux pour ça, il me semble.
C'est que une image Docker, tu sais que tu peux la faire tourner sur n'importe quel pass ou IAS en tout cas. Du coup, c'est ce genre de... Enfin, justement, c'est ce que même je veux nuancer. au-dessus, je crois que la réponse à ça, c'est un peu ce qu'on appelle maintenant le multi-cloud, où tu as des applications que tu peux faire tourner aussi bien chez Azure que chez AWS, que chez, j'en sais rien, Google DigitalOcean. ou DigitalOcean. Et le truc, c'est que tu as besoin d'une couche d'abstraction pour ça, ou chez Scaleway en France, par exemple. Et tu as besoin d'une couche d'abstraction pour ça. Et celle qui est de facto le standard aujourd'hui, c'est Kubernetes, qui te permet exactement de faire ça et qui te permet en fait même de faire en sorte que ton application, il y en ait une partie qui soit hébergée chez un cloud et une partie chez l'autre, et le tout en même temps, et que le load balancing se fasse correctement. Ah ouais, mais ça, je suis d'accord, mais ça pose deux problématiques. C'est que Kubernetes, faut bien le faire tourner quelque part. Donc même si les nodes sont ailleurs, il faut bien faire tourner le masternode. Le masternode quelque part. Donc tu vas être dépendant d'un service. Mais je pensais plutôt par exemple au pass. Imaginons que tu as toute ton application chez Heroku et que tu arrivé à dockeriser ton image ou peu importe. Tu es quand même dépendant par exemple des services d'Heroku, du monitoring. Tu vas être dépendant par exemple d'Heroku Scheduler si tu l'as mis en place. Tu vas être dépendant de tout un tas de choses. Tu peux pas juste prendre cette image-là, l'acheter sur un autre serveur ou sur un service concurrent et faire en sorte que ça marche. Ça peut pas être aussi magique que ça. Et justement, à quel point on va être dépendant de ces services-là, à quel point on va être dépendant de même que ce soit du multi-cloud ou pas, parce qu'au final, les boîtes qui font du multi-cloud, je pense qu'elles sont peu nombreuses. Comme disait Jean-Michel, aujourd'hui, tu es sur Amazon, tu as du S3, tu as ton load balancer, tu as tes EC2 qui tournent, tu as ton RDS, tu as tout ce qui tourne, tu as tout qui marche bien dans le meilleur des mondes. Mais est-ce que tu es capable de se sortir de ça, quoi? Ouais, Amazon est très fort pour ça, mais est-ce qu'aujourd'hui on serait capable, soit en cas de problème avec Amazon, soit en cas de litige, est-ce qu'on est capable de faire tourner ça? Enfin, à quel point c'est un risque pour le business et pour une entreprise d'être dépendant de ces boîtes-là, en fait? C'est plus ça ma question. Je crois que c'est possible, mais c'est comme tout, en fait, il faut que ce soit prévu. Parce qu'un truc con, mais tu es chez Heroku. Ouais. Demain, ton application elle crame, j'en sais rien. Il faut que tu la migres chez Scaleway. Non, Scaleway c'est pas un pass, ils sont pas au même niveau, mais il faut que tu la mettes chez Scalingo par exemple, qui est très compatible à Heroku. Et ben alors la partie un peu basique, c'est déjà c'est pas complètement compatible. De deux, il faut recréer ton infrastructure, il n'y a pas que ton app. C'est ça. Deux, trois, il y a des trucs qu'il faut que tu aies prévus. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies ton compte chez Scalingo, il faut que tu aies ta carte bleue d'enregistrer déjà. Il faut que tu aies tes accès qui soient configurés. Et tout ça, si c'est pas. En fait, il faut que tu aies déjà tout prêt pour recevoir ton application quasiment. C'est ça. Alors, Jean-Michel, peut-être après, tu nous diras si c'est ça que vous faites, ou je sais pas comment vous faites vous, parce que vous avez un peu le cas. Mais et puis le troisième point bloquant que je vois, hormis donc outre l'application que tu peux déployer quand même facilement, les données que tu peux normalement restaurer facilement, ce qui est très pratique pour migrer ton application de Heroku à Scalingo, c'est que normalement tu as développé ton application en suivant ce qu'on appelle les 12 factor apps. Donc c'est des principes de configuration notamment et d'écriture de ton app, qui font que ton app, c'est un petit peu, ton application web, c'est un petit peu une boîte où tout se passe à l'intérieur, et toute la configuration avec l'extérieur se fait par des variables d'env, à quelque chose près. C'est un des aspects principaux de 12 Factor Apps. Et en fait, ton app, si tu la mets chez Scalingo, tout ce qu'il y a dans tes variables d'env, tu les as pas forcément. Ou en tout cas, il faut que tu aies prévu de les avoir dans un coffre-fort quelque part pour pouvoir les reconfigurer facilement chez Scalingo. Parce que chez Heroku, ceux qui les ont, et si tu n'as plus accès, t'es foutu. Et là-dedans, il y a souvent tout ce qui est credentials, clés d'API, URL des services externes, etc. Ouais. Et sans quoi, ton appli, elle tourne pas. C'est ça. Voilà. Mais du coup, Jean-Michel, alors je sais pas vous, comment vous gérez cette fluidité de l'un à l'autre, comment ça se passe? Et est-ce que j'ai dit n'importe quoi, ou est-ce que ça correspond au défi que vous avez dû relever? Non, mais c'est ça exactement. En fait, on y arrive par l'expérience et l'objectif qu'on s'est donné. Et du coup, ça revient à dire c'est quoi l'engagement que tu as pris auprès de tes clients et du coup, combien tu es prêt à investir, notamment en temps de développement. Et là, au-delà, c'est de procédure, enfin de mise en place de l'infra. Donc c'est pas du développement en code, mais du développement tout court, quoi. La question, c'est quand je disais agnostique, c'est effectivement il y a une forte
ressemblance, enfin une forte similarité technique entre typiquement Scalingo et Heroku. Après, il y a quelques différences mineures, certes, mais qui du coup t'empêcheraient tout simplement de déployer si tu l'avais pas pris en compte. Et ça, ce genre de choses, c'est la pratique et ensuite c'est du coup, et c'est pas que la pratique une fois, c'est la pratique en continu, pas quotidiennement nécessairement, mais c'est d'être capable de le reproduire selon ton engagement. Si tu te dis, tu fais un exercice de reprise d'activité annuelle, ben, tu dois le faire une fois par an et c'est tout ce que tu garantis au client. Après, si ça tombe dans un laps de temps qui correspond pas à ton engagement, bon, ben ça c'est, j'ai envie de dire, c'est du coup c'est le client qui devient, ben, c'est ton tort d'avoir accepté mon engagement qui était pas suffisant pour toi. Il y a un petit exemple qu'on a eu avec Guillaume il y a quelques semaines ou mois, je crois, où justement on mettait en place une application chez Scalingo. Et un truc tout con, bien, hein, mais ouais, franchement, c'est franchement très bien. Et enfin, nous, on était plutôt contents. Mais voilà, on arrivait, moi j'avais de l'expérience plutôt chez Heroku, où chez Heroku, tu provisionnes une base de données, ça te donne une URL, tu peux t'y connecter. Basta, en gros, tu as un login, un mot de passe, tu te connectes à ta base de données directement. Et en fait, chez Scalingo, ils ont une couche de sécurité supplémentaire, ce qui est mieux. Mais nous, on n'était pas prévenus. Enfin, on le savait pas en arrivant parce que, évidemment, on n'avait pas lu les docs. Et c'était écrit dans les docs. Mais voilà. En petit, hein, c'est écrit très loin, ouais, très bon. doc, hein. Mais c'était écrit. Et en fait, eh ben, tu t'y connectes pas comme tu veux. Il faut qu'en gros, tu passes par un proxy local que tu as sur ta machine et qui te fait du forwarding d'un port local vers un port de Scalingo. Et ben, quand il faut restaurer un backup, c'est par là que tu passes. Et si t'es pas prêt à ça, si tu le sais pas, voilà, c'était des petits trucs tout bêtes. Où pour le coup, Scalingo fait un truc plus propre, moi je trouve, que Heroku. Mais c'est vrai que quand tu passes de l'un à l'autre, et ben tu le sais pas forcément. Et il faut y être préparé. Je sais pas si je me permets, je rebondis comme ça n'importe comment, mais du coup, est-ce que vous avez chez Perangusta documenté une procédure justement de migration complète où quelqu'un qui connaît pas forcément, il peut y aller les yeux fermés et il suit la procédure et ça lui permet d'éventuellement migrer une application de l'un à l'autre? Ouais, en fait, l'enjeu, c'est ça, c'est d'avoir toujours la procédure de first deploy qui décrit les deux. T'es chez Heroku, t'es chez Scalingo, c'est quoi qui est pareil, c'est quoi qui diffère. Et à chaque fois que tu fais un déploiement d'une nouvelle infra, un nouvel environnement, l'idée, c'est de le faire conjointement, en même temps avec Heroku, si c'est Scalingo, et comme ça, tu mets à jour en même temps les deux procédures, enfin la même procédure en fait. C'est la même procédure qui est donc tu fais ton déploiement, tu fais les deux déploiements en fait pour pouvoir avoir ta procédure qui est à jour tout le temps. Et typiquement, on utilise beaucoup, en tout cas aujourd'hui, des tâches rake qui du coup passent par du Ruby. Le Ruby va être supporté de la même manière des deux côtés. Ou même par exemple, on va essayer de réduire l'usage d'outils comme le CLI de AWS, ou la CLI, pardon, d'AWS. Je prends un exemple bidon, mais si une des stacks qu'on utilisera chez Heroku n'est pas compatible 100% avec S3, on va préférer passer par un composant Ruby, un composant, un script ou une procédure qui va être commune toujours aux deux. On va préférer les composants communs et dès que c'est pas possible, il y a une différence. T'es chez Heroku, tu fais ça, t'es chez Scalingo, tu fais ci. Et alors, la question qui tue, c'est elle est stockée où votre procédure et qu'est-ce qui se passe si vous n'y avez pas accès? Exactement. Ouais. La procédure, alors il se trouve que c'est... elle est en papier dans le coffre-fort, dans le bureau du patron. Tout ça est versionné via un Git et du coup il est synchronisé sur toutes les machines. De fait, tout le monde a le wiki. En fait, la doc c'est un wiki. Pardon, c'est pas un wiki, c'est un repo qui est synchronisé, qui du coup est même déployé à certains endroits puisque type GitHub. On fait les choses bien chez Perangusta. On essaye, on s'y engage. Bravo. On parle beaucoup de déploiement GitHub et compagnie, que tel ou tel service d'hébergement est pas 100% magique. Enfin voilà, il s'engage pas à te restaurer quoi que ce soit, mais il y a aussi la question des Google Drive. Tu parles de documentation où c'est stocké, mais où c'est SharePoint, OneDrive, Google Drive. Ça non plus, Google Drive, je sais pas, mais il s'engage pas à te restaurer tes données en cas de force majeure. C'est à toi à backuper tes propres espaces de stockage de documents
et pas seulement de l'infra, quoi. Et ben, c'était le sujet d'après, donc la transition est parfaite. Oh là C'était là, la exceptionnel. donc voilà, tu peux pas plus me servir ça sur un plateau, mais la question c'était, voilà, on se rend compte là en discutant qu'on utilise de plus en plus de services, que ça soit pour nos applications ou pour notre travail de manière générale. Donc par exemple, on a cité GitHub, Heroku, Google Drive, tous ces services-là, donc Cloudinary encore, que sais-je d'autre. Et on est de plus en plus dépendant de ces services-là. Et on multiplie de plus en plus les services, qui a tendance en général à complexifier l'ensemble, pas le problème spécifique, mais l'ensemble, parce que du coup, il y a plein de services à connaître, il y a plein de services à gérer. Et comment est-ce qu'on pourrait justement Enfin, déjà, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Comment est-ce qu'on peut analyser ça et se dire, ok, est-ce que nous, on est capable de réduire nos dépendances externes? Pourquoi on ferait ça? Par exemple, est-ce que là, demain, si on peut faire sans un pass, est-ce qu'on sait faire? Pourquoi on aurait besoin de faire ça? Est-ce qu'on est capable de vivre sans Google Drive ou sans Cloudinary ou que sais-je? Et voilà, moi, je voulais Ou votre avis juste, un peu sur ce côté. est-ce qu'on est capable de faire avec, par exemple, que des services comme ça, mais européens? Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne Et c'est question une autre question de aujourd'hui. souveraineté C'est une autre question de souveraineté, ouais, effectivement. Mais il y avait vraiment le côté, voilà, moi je suis un grand défenseur justement de côté où j'aime bien faire mes trucs et je sais que je peux le relancer demain sur n'importe quel service, je sais le faire à la main et ainsi de suite. Et d'être le moins possible dépendant des services que je ne maîtrise pas, parce que si Google demain veut couler, enfin j'ai pas envie demain qu'une boîte extérieure, s'ils ont envie de couler ma boîte, ils peuvent le faire en fait. Ça, tu vois, ça, c'est un truc... j'ai beaucoup de mal avec cette idée et d'être dépendant de Google ces peut services. juste faire x10 sur ses prix comme ils ont fait avec Google Maps. C'est ça, et voilà, et tu vois, nous on a pas mal de clients qui ont beaucoup souffert de ça parce que justement il y avait ce côté où ouais, t'as envie d'utiliser RecapTcha, t'as envie d'utiliser Google Maps, les services sont fantastiques, ça marche tout le temps, c'est gratuit, c'est incroyable. Et d'un coup, voilà, tu fais x10 ou x100 sur les prix. Tu fais quoi? Ton business, est-ce qu'il s'arrête à la bonne volonté de Google ou pas? Et moi, ça me fait flipper en fait. Ça me fait flipper de me dire, voilà, on est dépendant à ce point-là de ces services externes. Par exemple, Notion, récemment, encore pour un autre exemple, a eu des problèmes de DNS. Le service existait, tournait, mais les DNS n'étaient pas, enfin, on ne pouvait pas accéder au site web à cause des DNS. Est-ce que votre J'ai boîte, entendu parler de ça, moi. C'est quoi? Ils ont planté leur DNS? en gros, comme ces notions de ces points SO, le Ouais. point SO, c'est la Somalie. Et en fait, la Somalie, alors j'ai pas tout suivi l'histoire, mais en gros, si j'ai bien compris, la Somalie a refusé de renouveler leur nom de domaine. Parce que c'était eux Aïe. qui décidaient en gros d'accepter ou pas le fait de renouveler leur nom de domaine, sauf que c'est une boîte américaine, en ce moment il y a un peu de tension dans cette région. Et du coup, Notion était juste inaccessible en fait pendant à peu près 24 heures. Et ça peut coûter des millions, des dizaines de millions, des plusieurs milliards même à l'échelle de toutes les boîtes qui utilisent Notion. Et en fait, ça pose cette problématique, encore une fois, de à quel point on a envie d'être dépendant de ces services externes en fait. Donc voilà, je voulais votre avis là-dessus pour savoir comment vous gérez ça et qu'est-ce que vous en pensez. Jean-Michel, tu veux commencer? si tu veux Allez. commencer. Pour moi, c'est le même sujet depuis tout à l'heure Ouais. et là, on est dans une autre phase, mais c'est la même question. Je prendrai l'exemple pareil aussi de Slack, ou Slack, Oui. si c'est ton outil Effectivement. quotidien. Slack, c'était quoi en janvier? Ils ont eu toute une après-midi ou février, je sais plus, une major indisponibilité à travers le monde. Il se trouve que la question c'est ce sur quoi ton business dépend réellement. Si Slack, typiquement, tu as besoin de communiquer en temps réel avec tes collaborateurs, voire des clients ou des partenaires, il faut t'assurer que tout simplement ce soit redondant. Et typiquement, chez nous, c'est pas le cas. Slack, on peut s'en passer une après-midi sans compromettre l'activité. Mais il se trouve que on a typiquement Teams qui est en place avec le même système de permission, d'accès, de channel. Pas poussé aussi loin, ça reste un usage, on va dire secondaire ou un peu dédié à certaines pratiques. Mais on a pu basculer en temps réel sur Teams pour continuer à travailler de la même manière qu'avant. Okay. Cependant, c'était pas parfait parce que typiquement, on a des alertes qui sont branchées sur Slack. Elles n'étaient pas nécessairement sur Teams. Donc, il y a un certain nombre de choses qui nous ont gênés. Ça a évidemment pas remis en cause ou mis en danger le service, mais et donc finalement, en fait, c'est ma réponse à ton interrogation. Moi, la mienne, ça sera, en fait, c'est le même sujet. C'est est-ce que tu as quelque chose de redondant et est-ce que tu as des backups? Typiquement, Notion, là, c'était de l'indispo, c'était pas un crash comme à OVH. Ouais, c'était juste le DNS qui marchait plus, quoi. Mais typiquement, c'est vrai que si sur Notion, tu as tes procédures que tu dois suivre toutes les heures pour contacter un client ou machin et que tu l'as pas apprise ou que tu l'as pas en tête, comment tu fais? J'avoue. C'est un Notion, ils n'ont pas d'API, donc c'est
pas pratique de l'interconnecter avec d'autres trucs. Et je crois que leur export, il est dégueulasse. C'est genre des PDF ou un truc comme ça. Ah non, je crois, ouais. j'ai pas entendu ça, moi. Non. Au contraire, je trouve, j'ai Ah j'ai ouais? entendu le Ok. contraire. Alors Ouais. ça peut-être, moi je l'utilise plus depuis 1 an et demi, mais enfin plus trop. Mais quand j'avais regardé les exports, c'était la galère. Bon, ça s'est peut-être amélioré. Tant mieux, tant mieux pour eux. Mais ouais. Mais en gros, c'est ça, oui, c'est le même sujet, mais d'un côté, on parlait de l'applicatif, et de l'autre côté, là, c'était plus des services autour du travail ou autour de nos applications, mais qui hébergent pas directement nos applications. C'était un peu ce côté, bah, à quel point, justement, ouais, là, tu as l'exemple de Slack, mais si demain, je te coupe, par exemple, bah, je sais pas, S3, par exemple, c'est au moins aussi grave que si l'application répond plus, par exemple. Ouais. Et du coup, il y a toute cette dépendance de à quel Ou le point serveur d'OCSP de ton système d'exploitation. Ce qui est arrivé à Apple il y a 4 mois où plus Ouais, personne voilà. pouvait faire tourner d'app parce que juste les Exactement. certificats qui signaient les applications, bah, le serveur il était mort C'est et, ça. ouais, ils ont tout pété. Ouais, quand tu lançais une application, ça se chargeait juste pas en fait. Ouais. Et voilà. Et moi je trouve que ça, c'est un des plus gros points que justement que là, tous les incidents qui ont eu récemment nous rappellent, entre guillemets, de se dire, bah ok, est-ce qu'on a vraiment envie de dépendre de S3? Est-ce qu'on a vraiment envie de dépendre de ça? Et je pense que de plus en plus, on doit se rendre compte, ne serait-ce que pour la souveraineté, on doit se rendre compte que être dépendant de ces services-là, c'est pratique, mais c'est hyper dangereux et que ça c'est une question de vie ou de mort pour la plupart des business en fait. Et ça, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez en fait. Je sais pas quel ressenti vous avez vis-à-vis de ça, mais quand Et je je vois pense les qu'il y a juniors arriver, quand je vois les bootcamps, C'est quand ça. je vois ce genre de choses, les choses qu'on apprend, pardon, c'est à l'IUT, on apprend maintenant à déployer du AWS. Dans certains bootcamps, on apprend exclusivement à utiliser Heroku et du Cloudinary. Quand je travaille avec des clients ou ce genre de choses, on se rend compte que les seuls services qu'ils connaissent, c'est ça, et qu'il y a une dépendance qui est hyper forte vis-à-vis de ces services-là. Alors, c'est des services américains, donc voilà, c'est un autre sujet. Mais moi, je trouve ça assez inquiétant, en fait, de se dire qu'on est à ce point-là dépendant de services sur lesquels on n'a absolument aucun contrôle, en fait. Mais c'est un peu le serpent qui se mord la queue, là, l'exemple que tu as donné, parce qu'en fait, on forme les gens à utiliser et à déployer sur AWS parce que c'est ce dont ils vont avoir besoin en entreprise. Et on a envie de former des gens qui sont prêts à être en production en entreprise. Carrément. Ouais. Mais ouais, l'effet pervers, c'est que du coup, ils arrivent en entreprise et ce truc-là, ils vont le répéter. Et en fait, ils vont faire en sorte que les entreprises aient besoin de ça tout le temps. Et voilà, donc c'est vraiment un cercle vicieux. Bien sûr, ouais. Mais je pense qu'il faut, dans le choix, il n'y a pas une bonne approche, une mauvaise approche, je pense. Et il faut vraiment garder du pragmatisme parce que nous, on a pas mal bossé avec des startups qui se lançaient, on faisait des MVP, des trucs comme ça. Ouais. Et quand même, déléguer ton travail et utiliser des services externes, c'est un gain en vélocité qui est quand même incroyable. Je veux dire, si tu utilises Cloudinary ou Cloud Image, c'est des Français, je crois, Cloud Image, autant parler d'eux, mais pour tes images, par rapport à avoir des background jobs qui vont te retailler toutes les images qui sont uploadées, les cropper, les réencoder, les je sais pas quoi, les mettre en WebP. Enfin, je veux dire, quand tu es une startup qui cherche un business model que, en gros, tu es à quelques semaines de la mort tout le temps pendant 1 an ou 2. 3 ans. 3 ans, voilà. Et ben, ça, c'est un truc, c'est un choix que tu fais. Alors après, il est peut-être pas fait tout à fait en connaissance de cause parce que quand on fait ce choix, on n'a peut-être pas forcément en tête les conséquences que ça va avoir plus tard. Mais quand tu es dans des situations, quand tu es dans des startups, clairement, les problèmes qui vont se poser dans 3 ans, c'est pas un problème parce que peut-être que dans une semaine, tu seras mort. Ouais, donc là, tu prends ce qui t'accélère tout de suite. Et il faut avouer que l'efficacité de ces services, elle est incroyable sur certains trucs. Heroku, l'efficacité d'Heroku, tu fais un git push de ton appli Rails, elle est en prod. Tu vois, c'est incroyable. Donc il y a je pense voilà, je fais une non-réponse. Il y a pas de bonne solution, il n'y a pas de mauvaise, mais il y a vraiment des cas sur lesquels ça s'applique. Et tu as raison, en revanche, Guillaume, je crois, sur le fait qu'il faut vraiment prendre les décisions en connaissance de cause. Sinon, c'est une non-décision et ça va te mordre un jour. Mais, carrément. Mais ouais. Après, au-delà de ça, je suis complètement d'accord et je te rejoins sur tout ce que tu as dit. Il y a aussi le côté un peu politique et éthique, c'est-à-dire à quel point on veut donner du pouvoir à ces boîtes-là qui, en
en leur donnant de plus en plus de business, vont avoir de plus en plus de pouvoir. Et enfin, ça, c'est mon petit combat personnel, mais il y a un peu ce côté où, même si ça va... Alors, je suis pas dans le cas où je monte une startup qui va mourir dans une semaine, j'en suis pas là, mais il y a vraiment ce côté où, est-ce que si demain, je serais dans cette situation, est-ce que malgré tout, j'ai envie de donner ce pouvoir, autant de pouvoir à ces gens-là? Est-ce que j'ai envie de faire partie justement des gens qui vont faire en sorte que Amazon va être ultra dominant, voire hégémonique sur le marché des serveurs et qui vont leur permettre de développer des business à côté? Est-ce que j'ai envie d'être dépendant à ce point-là de Cloudinary, ce genre de choses, et pas plutôt développer par exemple de l'open source ou développer ce genre de choses? Mais ça, c'est plus une question qui est difficile à répondre. Il y a le côté d'un côté, enfin c'est ça, il y a le côté business d'un côté, et le côté moral ou éthique en fonction des valeurs qu'on a de l'autre. Et c'est un juste milieu, je pense, à trouver, mais c'est une question qui, je trouve, se pose pas assez souvent. Et comme tu dis, ça fait un peu non-choix. C'est-à-dire que des gens se posent, enfin, beaucoup de gens que je connais, justement, ont été formés à des technos, se posent pas la question de est-ce que c'est problématique d'utiliser ces technos-là ou pas. La question n'existe même pas, en fait. C'est vraiment ce côté où on s'en sert parce qu'on connaît que ça marche, et je réfléchirai pas plus. Alors qu'ils ont les moyens, qu'ils ont potentiellement le besoin, qu'ils ont potentiellement la nécessité d'analyser ce risque-là. Mais pour l'instant, c'est même pas une idée, en fait. Mais vas-y, si tu veux rajouter quelque chose, n'hésite pas. Vas-y, tu lèves la main, on le voit pas, mais J'ai presque, lève la main, j'ai ouais. presque oublié ce que je voulais dire tellement cette feature est cool où j'ai levé la main comme ça. ouais, je peux le faire en vrai si vous voulez. Ouais, c'est vrai. Ouais, toi, t'es en 2012, Mais en fait. Donc... non, ça me fait penser. Ça me fait penser. C'est tout à fait vrai ton truc. Et en fait, le non-choix, il coûte très cher. J'avais lu un article il y a quelques temps sur la décision de quitter Facebook pour les gens. Donc, on parle plus de business, on parle de personnes. Ouais. Et en fait, Facebook, leur business, c'est ton attention, en gros, parce que c'est de la pub, etc. Et donc, chaque seconde ou chaque minute où tu ne quittes pas Facebook, en fait, tu renforces ta dépendance par rapport à eux. Et en gros, tu renforces leur pouvoir. Et le fait de dire, je sais pas trop si je quitte Facebook ou pas, eh ben en fait, c'est clairement mettre un pied dans le camp, je reste chez Facebook, parce que le non-choix là est super important. Et c'est exactement ce que tu disais avec AWS. Je pense que c'est vraiment la même chose. Et je te rends la parole parce que je vois que toi aussi tu lèves la main. Non, mais oui, perturbant. c'est exactement ça. C'est que, en fait, ça va créer des situations de monopole, à terme, je veux dire, et on le voit déjà avec pas mal de services. Ça va créer des situations de monopole qui vont vous rendre tellement dépendant que quand vous serez assez gros, bah vous allez on va tous le sentir passer, en fait. L'exemple de Google Maps, c'était parfait. Il y avait vraiment cet effet du jour au lendemain, Google Maps, au lieu de te coûter 200 balles par mois, il t'en coûte 10 000. Est-ce que tu es capable de mettre 10 000 balles par mois dans Google Maps? Voilà. Ce qui fait peur, c'est que c'est vrai, ce chiffre. Oui, c'est vraiment de cet ordre-là, en fait. Et ça, c'est... Et la migration de Google Maps vers un autre service te coûtera pas 10 000 balles, mais peut-être 100. Et à toi de voir si t'es... Et surtout, il y aura potentiellement plus de concurrence, en fait, parce qu'ils auront écrasé le marché à cause de ça. Donc, bref. Pardon, Jean-Michel, tu voulais dire Non, quelque chose? comme tu dis, cet enjeu-là de société, d'éthique, enfin selon comment tu le places, ou même de souveraineté pour si c'est l'enjeu. Il faut pas le confondre avec une des problématiques qu'on a évoquées dans de nombreuses discussions ensemble avant ce podcast, c'est la question il y a tellement aussi d'outils, de choses à connaître, ou même dans la société, hein, on a tellement d'informations qui nous arrivent qu'en fait, des fois, t'as même pas conscience que tu te poses même pas la question. Donc c'est même pas la question de pas vouloir, c'est souvent plutôt une question en fait, tu peux pas, parce qu'il y a trop de choses à savoir, il y a trop de choses à connaître, et c'est valable pour les développeurs, pour tous les métiers, j'imagine, mais en particulier sûrement pour les développeurs, tout ce qui inclut de l'open source et et des majors comme Amazon ou Apple. Enfin, quand tu es tu recherches un téléphone ou j'en sais rien, un produit, tu vas te tourner machinalement plutôt que intentionnellement vers des marques que tout le monde parle ou qui sont accessibles. Donc, mais quand du tu coup, te poses la question de quel navigateur j'utilise pour accéder à Internet ou quel moteur de recherche j'utilise pour faire une recherche sur Internet. Ouais, exactement. Ça va, c'est complètement machinal. Il y a des gens pour qui Internet, c'est le bouton Internet Explorer sur leur Windows. Et tout ça est lié. Enfin, il n'y a pas d'alternative qui existe, mais
Voilà, parce qu'ils les connaissent pas juste. Excuse-moi, la première chose d'ailleurs que tu fais quand tu es sur un Windows, c'est d'enlever Bing pour mettre sur Google, quoi. D'ailleurs. Ah ouais, Voilà. ouais, ou alors d'aller sur getfirefox.com pour Ah, installer un vrai non, navigateur. c'était Non, mais c'est c'était ça, une en fait, je blague. pense que nous, en tant que. Enfin, moi, c'est un peu comme ça que je vois le truc, mais en tant que soit formateur, soit entreprise, je pense qu'on a un peu tous cette responsabilité de justement essayer de se dire comment limiter le pouvoir de ces grosses boîtes. Que ça soit des petits combats, hein, mais de plus utiliser Google Chrome par exemple, d'essayer de développer des boîtes comme par exemple OVH, Scaleway, des boîtes françaises ou des plus petits services pour éviter justement ce côté monopolistique un peu De et se plus dire ok, utiliser on est dépendant Facebook ou du WhatsApp. moins, c'est ça, ne plus utiliser Signal à la place et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là c'est plus un combat idéologique, mais c'est aussi je pense un combat business de se dire notre business dépend pas justement d'un seul service et on est capable de switcher de l'un à l'autre pour éviter justement les situations où on est complètement pieds et mains liés sur ces sujets-là, quoi. En fait, c'est pas que sociétal, parce que quand t'es client, des fois, tu peux pas ou t'as beaucoup de mal à expliquer que tu vas avoir un service un peu moindre parce que t'as choisi la qualité ou la souveraineté ou machin. C'est vrai que ça, c'est difficile à entendre pour un client Ouais, dont lui, c'est pas son carrément. problème, il veut ton service. Donc, si tu lui Ouais. dis, chez nous, c'est 5% moins de disponibilité parce que c'est un peu plus équitable et du coup, enfin voilà, c'est compliqué. Et du Ouais. coup, c'est plus Bah, un enjeu de Carrément. oui. business souvent, enfin pas souvent, mais parfois plutôt que sociétal. Ou comment tu justifies que chez Scaleway, tu mets tes instances dans le nouveau data center qui est plus environnemental et qui est un peu plus cher que dans l'autre. Alors qu'il n'y a aucune autre raison qu'il est plus environnemental, mais que ça peut être une bonne raison. Même, Mm. je peux le dire, c'est une bonne raison. Mais Il faut le dire en fait. on Non, mais peut poser exactement. des opinions dans ce podcast. Non, mais c'est ça. Moi, je pense que oui, c'est un parti pris et je te rejoins, Jean-Michel. Il y a ce côté, oui, c'est un choix qu'il faut assumer, mais ça peut être aussi un argument de marketing, en quelque sorte. Parfois, d'avoir un service qui est moins bien, mais qui est plus éthique et ou qui est plus, justement, qui évite cette situation de monopole, peut être justement un aspect qui peut plaire à des gens. Et faut voir de quoi on parle, parce que par exemple, tu prends le S3 de Scaleway, enfin le S3 compatible de Scaleway, par rapport à celui d'Amazon, bon, ça évite un monopole énorme d'Amazon, mais en même temps, tu développes une boîte et le service, c'est pas vraiment, enfin, il est pas meilleur ou moins bien, il est globalement équivalent. Pareil pour Scalingo et Heroku, ce qu'on a vu tout à l'heure. Et en développant ces boîtes, et pour revenir sur le sujet d'OVH, c'est en donnant des moyens à OVH, donc en étant client chez OVH, qu'on va leur donner les moyens d'avoir un service qui est au moins aussi qualitatif qu'Amazon à terme, en espérant, en voyant un peu loin. Et du coup, c'est ça, essayer de créer une sorte de cercle virtueux où tout le monde, justement, essaie de développer ça. Voilà. Ça, c'était un peu le Alors, petit est-ce message. que c'est pas une belle conclusion pour le podcast? Parce Ouais. qu'on a commencé par dire attention, OVH, ils ont fait cramer leur data center. Et on peut finir par dire ouais, mais il faut être client chez eux. Faut les soutenir. C'est C'est pas ça. mal. Alors, c'est pas du hasard, sache que ma conclusion était toute prête. Mais J'ai un lien affilié chez OVH. pas encore. Mais j'y travaille. Non, mais voilà. Donc, merci beaucoup déjà d'avoir. On a pu échanger sur pas mal de choses. C'était bien cool. Je suis content d'avoir eu vos avis. C'était très agréable. Si vous voulez conclure sur quelque chose, n'hésitez pas. Je dirais la même chose, ce fut agréable. Je précise qu'il est 21h56 et que malgré tout, je trouve qu'on a bien été en forme, en particulier toi pour ta conclusion, j'avoue. Bravo. J'ai pas fini. Mais Michael, si tu veux rajouter quelque chose. Non, testez vos backups et utilisez des services éthiques. Exactement. Pour conclure, il faut savoir qu'on essaye de créer un échange dans ce genre de podcast. Le but, c'est que vous partagez vos retours, que vous nous donniez des retours d'expérience, que vous donniez votre avis sur ce qu'on dit, si vous êtes d'accord, pas d'accord. Vraiment, le but, c'est de créer des échanges autour de certains sujets, donc qu'ils soient d'actualité ou pas, parce qu'on a des avis, on a nos propres expériences à nous, on a notre propre vision des choses, et vraiment, l'idée, c'est d'échanger. Donc, n'hésitez pas, en fonction de où est-ce que le podcast sera publié. Il y aura sûrement un espace pour le faire. Donc voilà. Merci messieurs et je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. À bientôt. Salut. Ciao.